Otep, Shalom, Salam, bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'en ce mois de juillet, le 24, très exactement, vous vous portez aussi bien qu'un boubou à Château-Rouge ou qu'un voile à Saint-Denis. Prenez place, comme de coutume, nous allons patienter, histoire que mon ego soit à l'abri de la frustration et de la vexation, autrement dit, que nous soyons un nombre minimum, comme à l'image d'une salle de classe. Vous imaginez un professeur débarquant dans une salle de classe et réalisant que les chaises sont quasiment toutes inoccupées. Sa motivation battrait de l'aile. Quoique, quand on est vraiment investi par sa cause, dès lors qu'il y a un élève, dès lors qu'il y a une paire d'oreilles, on se doit de transmettre avant tout. Alors nous allons encore attendre quelques instants. Nous sommes un peu plus d'une vingtaine. C'est une classe assidue, une classe préparatoire. Oui, exactement, la qualité plus que la quantité. Midi Maoshi, oui, la librairie africaine, nous venons de diffuser un nouvel épisode. Je suis ravi que vous en soyez ravis. Bon, pour la tenue, j'essaye d'être à la hauteur à la fois de ma réputation ainsi que de vos attentes. Je vous sais à l'affût du moindre faux pas vestimentaire de ma part. Et je vous en remercie, ça maintient la pression. Ça m'oblige à ne pas m'abandonner à la négligence généralisée. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, alors le top 5 des livres, je reviendrai un peu plus tard, je l'ai évoqué la semaine dernière. L'épisode avec Papacito, oui, il ne va pas tarder également à être diffusé. Alors, je vais quand même essayer de répondre prioritairement aux questions en lien avec la thématique de ce soir. Toujours les anciens, ils me glissent des blondins. Ouais. Merci pour les encouragements, je sais qu'ils viennent du cœur et non pas du coude. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble une thématique qui est centrale, trop souvent négligée et qui pourtant occasionne beaucoup de répercussions négatives à l'échelle des afros, plus que négatives même, et par la même occasion, c'est une thématique qui me touche tout particulièrement dans la mesure où elle m'a obligé, non pas à changer mon fusil d'épaule, mais à évoluer considérablement dans mon combat, dans ma mission, étant donné que pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore 10 ans, voire même 5 ans, je me réclamais du républicanisme. Mon discours, je le portais haut à l'endroit de l'ensemble de la nation française, tandis qu'aujourd'hui, j'ai compris, et ce depuis quelques années maintenant, que il était de mon devoir, et je ne suis pas le seul, bien évidemment, de focaliser mon discours sur les afros, non pas par opportunisme communautaire, pas davantage par xénophobie, mais plutôt par exigence historique, et je vais vous expliquer, en tout cas avec les petites armes et les petites munitions intellectuelles que j'ai récoltées ici ou là, je vais vous livrer ma petite lecture. Voilà. Je
Je vais vous livrer ma petite lecture. Alors, nous allons démarrer. Je vois que nous sommes presque une cinquantaine. Je vous en remercie. Ben, ça y est, la barre des 50 est atteinte. Je n'en attendais pas moins. Alors, la thématique du jour, c'est la gauche et les afros, le divorce nécessaire. Oui, nous autres afros, nous devons de manière impérative divorcer de la gauche française, donc du PS à l'extrême gauche, toutes confondues, vraiment la gauche. Et vous allez comprendre ce que j'entends par gauche, bien évidemment. Il faut clarifier les termes quand on souhaite aborder des sujets de cette nature. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, c'est une question légitime, c'est comment se fait-il que nous autres afros avons tendance à voter massivement, à nous réclamer de façon sans retenue, à nous réclamer de la gauche, du PS, de la France insoumise, de l'écologisme. Et dès lors que l'un d'entre nous se réclame à contrario de la droite, je ne parle pas de l'extrême droite, hein, je parle de la droite, aujourd'hui rebaptisée les Républicains, eh bien tout de suite on le regarde de travers, tout de suite on y voit au mieux un espèce de traître ou un opportuniste capitaliste, au pire un oncle Tom, pardon. Pourquoi cette évidence tournée vers la gauche? Pourquoi cet électoralisme racial? Alors que de l'autre côté, du côté des dits blancs, la question ne se pose pas. Les uns votent à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Il n'y a pas de vote racial. Il ne viendrait à l'idée de personne de créer ce vote racial, même si depuis à peu près 5 ans, ce vote racial essaye de voir le jour, bien qu'il ne se qualifie pas comme tel, il emprunte un autre nom. On appelle ça aujourd'hui le vote identitaire. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le terme racial, depuis la Seconde Guerre mondiale tout particulièrement, est banni de l'espace public, a été diabolisé. Résultat des courses, on utilise d'autres termes pour exprimer la même idée. D'accord, l'idée de séparation naturelle au sein du genre humain, et qui expliquerait une hiérarchisation matérielle, intellectuelle, voire même esthétique. Alors le sujet du live, je le répète, il me semblait l'avoir rédigé, écrit, c'est les afros et la gauche, le divorce nécessaire. Pourquoi, en tant qu'afro, devons-nous individuellement marquer notre distance et divorcer avec la gauche? Maintenant, pour comprendre la nécessité de ce divorce, évidemment, il faut comprendre d'où est venu le mariage. Il n'y a pas de divorce sans mariage. Et l'un des premiers à avoir tapé du poing sur la table, à avoir signé le divorce, c'est Aimé Césaire. Donc, nous appuierons aussi de cette fameuse lettre rédigée à l'endroit de Maurice Thorez en 1956. Maurice Thorez qui était le secrétaire général du PC, Parti communiste en France, à l'époque le premier parti, hein, faut-il le rappeler. Eh bien, on va s'appuyer aussi sur son cas de figure, qui est déjà très riche en enseignements, et preuve que le temps de l'histoire n'est pas le temps de l'homme. C'est qu'en définitive, ce que Aimé Césaire a vécu, c'est ce que nous continuons à vivre. Alors, d'abord, quand on parle de la gauche, de quoi s'agit-il? On dit la gauche. Qu'est-ce qu'on entend par la gauche? Quand on dit la gauche, évidemment, on pense également à la droite. Les deux grands courants politiques, les deux grandes familles politiques. De quoi s'agit-il? Alors, sur le terrain purement politique-politicien, c'est des termes qui renvoient, depuis la Révolution française, à deux partis pris, avec d'un côté les monarchistes, ceux qui étaient fidèles à la monarchie, et de l'autre les anti-monarchistes, pour la faire courte. Pour autant, il faut bien avoir en tête que depuis à peu près 5 à 10 ans, peut-être un peu plus, ce clivage sur le terrain politique n'a plus lieu d'être. Pour le dire autrement, la mondialisation est venue balayer de façon brutale et quasiment irréversible ce clivage à l'échelle de la nation française. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on parle davantage de souverainistes ou de nationalistes et de mondialistes.
C'est le nouveau clivage. Donc le clivage gauche-droite, vraiment, n'a plus sa raison d'être pour quiconque se veut un peu sérieux sur cette problématique, et notamment en raison de l'Union européenne. Aujourd'hui, le pouvoir politique, législatif, ne se trouve plus entre les mains des députés français. Il se trouve entre les mains des députés européens, ou plus largement même des hauts fonctionnaires européens. Ce qui a fait dire à Philippe Séguin, à l'époque, la tête pensante du mouvement droit, centre-droit, que la gauche et la droite sont des boutiquiers qui se fournissent auprès du même grossiste, voilà, à savoir l'Europe. Voilà. Tout ça, c'est de la mascarade, gauche, droite. Et le meilleur exemple, c'est que Macron, il a réussi un hold-up électoral en se présentant comme étant ni de gauche ni de droite, ou sous un autre angle, à la fois de gauche, à la fois de droite. D'accord? Donc voilà comment, il a, à travers son action, à travers sa victoire, sa double victoire, faut-il le rappeler, il atteste du caractère un peu obsolète de ce clivage. Bon, ça c'est sur le terrain politique. Maintenant, sur le terrain, ce qui nous intéresse ce soir, sur le terrain idéologique, sur le terrain psychologique. À quoi renvoient ces deux mondes? Sachant que ces deux mondes scindent non pas simplement la France, tenez-vous bien, mais l'humanité. Le clivage gauche-droite sur le terrain psychologique scinde l'humanité en deux. Ça propose deux visions du monde, deux rapports à l'être là. Vraiment. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de me montrer le plus pédagogue et synthétique possible. Vraiment, j'attire votre attention et j'espère et je compte sur vous pour que vous soyez le plus attentif, pour que vous me posiez les questions, pour que vous me bousculiez. Si d'aventure vous estimez que je manque de clarté, n'hésitez pas. Comme de coutume, j'essaye d'allier à la fois ma démonstration et l'interaction à travers vos questions. D'accord? Donc vraiment le clivage gauche-droite. Alors certains écrivent gauche égale défense de l'égalitarisme, droite inégalité entre les individus, pour résumer grossièrement. Alors ça c'est une vision de la gauche qui se présente comme défense de l'égalitarisme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre la racine. La racine, sachant que la gauche et la droite ne sont pas nées au même moment. Non, la gauche est la réaction de la droite. Donc ce qui est fondamental, c'est de comprendre d'où est née la droite, ce qu'on appelle la droite. Quel est le point de départ? Quel est l'acte de naissance de la droite, notamment en France? Notamment en France, ou plus largement même à l'échelle de l'humanité. Eh bien, figurez-vous, tenez-vous bien, attachez bien vos ceintures, on va directement monter dans les hauteurs. La naissance de la droite, on le doit à l'avènement des religions monothéistes. Je répète, la naissance de la droite n'est rien d'autre que l'avènement des religions dites monothéistes. Le judaïsme, le christianisme, l'islam. D'accord? Alors je suis sûr que j'en surprends plus d'un en disant cela. Eh bien, laissez-moi, avant de bondir, le soin de bien vous expliquer. Qu'est-ce qu'on entend? Que faut-il comprendre à travers la naissance de l'abrahamisme? La naissance de l'abrahamisme, pour la faire courte, c'est finalement le temps qui importe, c'est l'avenir plus que le passé. Ça, c'est une chose, puisque avec l'avènement d'un prophète, il porte une voie qui vise à faire en sorte que l'humanité se tourne vers demain. Et le demain idéal, c'est le paradis. Donc c'est vraiment, on se projette vers un demain. Et le passé n'occupe plus une place centrale, comme c'était le cas auparavant. Ça, c'est un point central. Mais le point le plus important se situe au niveau des 10 commandements. Qu'est-ce que les 10 commandements? Eh bien, les 10 commandements, c'est grosso modo le code de conduite auquel doit se soumettre l'individu. D'accord? Simplement, ce code de conduite, quand vous tendez l'oreille, il s'adresse à qui? Est-ce que les 10 commandements, on entend « vous ne tuerez pas »,« vous honorerez votre père et votre mère »,« vous honorerez un seul Dieu ». Non. Il s'adresse à l'individu.
Tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu. C'est l'individu. Donc l'avènement de l'abrahamisme, c'est à la fois la sacralisation de l'individu. C'est la sacralisation du « je suis ». D'accord? Donc bien avant Descartes, la sacralisation du « je suis » a démarré avec l'avènement de l'abrahamisme au sens large. Et concernant, parce qu'on ne va pas non plus refaire toute l'histoire, on va se focaliser sur la France, pays dans lequel nous évoluons pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Donc, concernant la France, avec Clovis, c'est la rencontre entre, justement, cette culture, ce culte de l'individu chrétien, donc du pécheur, et en même temps de l'enfant de Dieu, et, parallèlement, le culte du noble, du roi. Donc, le premier individu sacré qui a donné naissance à la vision dite de droite, c'est le roi de France. C'est, on va dire, grosso modo, Clovis. D'accord? Donc c'est le père de l'idéologie de droite. Bien qu'il n'en ait pas conscience. Dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, la gauche, l'idéologie de gauche, qui permet de mettre la frontière à l'idéologie de droite, étant donné que pour que l'être ait conscience de ce qu'il est, il faut que le non-être surgisse. De façon plus claire, pour définir votre identité, vous avez besoin d'une limite, vous avez besoin d'une personne qui ne fasse pas partie de votre identité. C'est la frontière qui permet à une identité de se clarifier. D'accord? Donc, s'agissant de l'individu de droite, de l'idéologie de droite, il faudra attendre la Révolution française. Je ne vais pas trop vite, mais gardez quand même ça à l'esprit. Il faudra la Révolution française pour que cette vision surgisse. Donc, je reviens. L'idéologie de droite voit le jour avec l'avènement de la monarchie, voire même de la monarchie absolue, d'accord? Et elle se renforce, cette idéologie de droite, au moment de ce qu'on appelle la réforme protestante. Donc nous sommes au XVIe siècle, en particulier avec l'avènement des textes de Martin Luther qui pose, en novembre 1517, des thèses 95 visant à réformer l'Église catholique qu'il jugeait, allez, on va dire, à la dérive, engagée sur le chemin de l'immoralité, puisqu'elle s'était mise à vendre ce qu'on appelle à se livrer au trafic des indulgences. Je referme la parenthèse, mais tout ça, vous devez vraiment comprendre que l'Église chrétienne, ensuite le protestantisme, ont vraiment fait naître et forgé ce culte de l'individu, que reprendra ensuite à son compte et sur un terrain plus intellectuel, plus philosophique, Descartes, viendront ensuite les scientifiques, et j'en passe. Mais le point de départ est le pouvoir religieux associé au pouvoir politique, la monarchie. D'accord? Donc c'est d'abord le roi qui incarnait cela. Alors j'entends ce que vous dites, cependant la formulation rationnelle d'une pensée de droite remonte aux écrits de penseurs de la grande... Alors, Joseph de Metz, Louis de Bonald, oui, ça c'est le 19e siècle, c'est la Révolution française. Mais là, je parle de la genèse même, avant qu'elle soit conceptualisée. De la même façon que le mot racisme, nous vient du 19e siècle. Ça ne veut pas pour autant dire que l'existence même des actes racistes est née au 19e siècle, elle existe bien avant. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que les mots ne précèdent pas toujours l'existant, bien au contraire. Les mots, parfois, viennent saisir ce qui existe déjà, pour mieux qu'il soit compris par l'individu. D'accord? On appelle ça le nominalisme. Ben, ça, c'est une autre thématique. Éventuellement, je consacrerai un live sur la linguistique et comment, justement, le rapport entre l'idéalisme et le nominalisme. Est-ce que le réel précède les mots ou est-ce que c'est les mots qui précèdent le réel? Évidemment, c'est un mélange des deux. Mais s'agissant de la création, de l'émergence de la droite existe. Louis de Bonald, Joseph de Metz se réclament de la monarchie, se réclament de cet idéal du roi élu de Dieu, la monarchie absolue. C'est de cela dont ils se réclament. D'accord? Donc, le protestantisme est venu en rajouter une couche en démocratisant, écoutez bien, en démocratisant le culte de l'individu.
Jusque-là, le culte de l'individu était réservé au roi, d'accord, en France, et à travers, ensuite, une forme d'élitisme via la noblesse, l'aristocratie, et puis Martin Luther, Jean Calvin à sa suite, mais surtout Martin Luther, est venu démocratiser à travers sa réforme protestante et notamment une phrase tonitruante qui a fait basculer une partie, en tout cas de l'Europe, qui est la suivante: tout homme est pape, une Bible à la main. Je répète, tout homme, tout être humain, tout croyant est le pape, c'est-à-dire incarne une autorité dès lors qu'il a une Bible à la main. Donc c'est la sacralisation de tout croyant, pour peu qu'il soit réellement croyant, c'est-à-dire pour peu qu'il ait une Bible à la main. Donc ça, c'est le fondement de la droite. Et ce fondement religieux de la droite a ensuite donné lieu au capitalisme. Et celui qui l'a le mieux compris, c'est Max Weber. Max Weber, dans son fameux ouvrage Esprit du capitalisme et éthique protestante. Donc il fait le lien, la jonction entre l'éthique protestante, l'épargne, le fait de se focaliser sur soi et de se projeter vers un lendemain et à ce titre d'économiser pour accumuler de la richesse, de un, et de deux, de voir l'argent non pas comme un défaut, comme une marque du démon, comme le percevaient avant lui les chrétiens, mais au contraire, comme l'expression d'un don, comme un cadeau divin. Ça, c'est un basculement que l'on doit au protestantisme. À ne pas confondre avec les catholiques. Les protestants valorisent l'argent, voient dans l'argent la manifestation du travail et du mérite individuel. Là où les catholiques voient dans l'argent la manifestation du vice et du vol. Ok ? Donc, le culte de l'individu démocratisé s'est opéré par l'influence, par l'action du protestantisme. Il a quand même eu un impact en France non négligeable, très marqué. On arrive, là je vais très vite, on arrive à la Révolution française. Et que s'est-il passé à la Révolution française? Alors, même si, attention, la France, c'est resté une terre catholique et non pas protestante. Quoique, en coulisses, la bourgeoisie était déjà protestante. Mais bon, à la Révolution française, patatrac, renversement total. Renversement idéologique, et c'est la naissance de la vision de gauche, de l'idéal de gauche. Pourquoi? Parce que c'est la première fois au monde, en tout cas à ma connaissance, où le non-aristocrate, c'est-à-dire le peuple au sens large, renverse le pouvoir politique, la Révolution française, aidé certes par quelques aristocrates, mais au-delà de ce renversement politique, ce sont les bourgeois qui ont favorisé, ah oui, très largement, ce sont les bourgeois et certains aristocrates, on pense à Sieyès notamment, l'abbé de Sieyès, qui a rédigé son texte marquant qu'est-ce que le tiers-état, c'est tout, et qu'est-ce qu'il a, rien. Enfin, il y a des transfuges comme ça non négligeables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un renversement politique à la Révolution française, mais au-delà de ce renversement politique, ce qu'il y a de plus important et ce qui permet de comprendre aujourd'hui l'idéologie de gauche, c'est qu'on a aussi observé un renversement de la morale. Le camp du bien, qui était jusque-là le camp du roi, que le roi incarnait à la fois la valeur du divin, donc il incarnait le bien, a changé de camp. Pourquoi? Parce que un soir, je crois que c'est le 21 juin 1792, donc dans une ambiance encore révolutionnaire, le roi qui pourtant avait fait allégeance au peuple, donc il ne se définissait plus comme simplement l'élu de Dieu et père du peuple, mais il se définissait plutôt comme serviteur du peuple. Eh bien, à ce moment-là, il avait fait allégeance à l'endroit du peuple. Et qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, on le récupère en catimini dans une route, dans un carrosse, en train d'essayer de fuir. Donc, acte de traîtrise absolue. Et voilà comment, et vous imaginez le choc sur le terrain de la morale qui a secoué le peuple. Voilà comment la France a été marquée, contrairement à l'Angleterre, contrairement aux États-Unis, où l'élite
a gardé le monopole du bien. En France, le monopole du bien est passé de l'élite au peuple. Donc c'est la sacralisation d'un coup du peuple. Donc le peuple est devenu pas simplement le camp, on va dire, du plus grand nombre, il est également devenu le camp du bien. Et c'est, par la même occasion, il est devenu également la gauche. C'est ça la naissance de la gauche. C'est le camp du plus grand nombre, mais également le camp du bien en France. Et c'est toute la particularité. C'est la gauche qui donne le ton, qui dit ce qui est bien. Ok ? Après, oui, il y a eu des résistances, des contre-révolutionnaires, il y a eu des débats. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure, des noms comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald, mais pour des raisons plus intellectuelles. C'est que les révolutionnaires, les intellectuels révolutionnaires considéraient que l'individu national existe, mais au-dessus de lui existe l'individu rationnel, l'individu universel. D'accord ? C'est que derrière le français, l'anglais, l'allemand se cache d'abord l'humain. Tandis que les réactionnaires, les Joseph de Maistre, Louis de Bonald, ils disent non. Moi, j'étais en Angleterre, j'étais en Allemagne, j'étais en Espagne, je n'ai jamais vu. J'ai vu des Espagnols, j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Italiens, etc. Par contre, l'humain, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc eux, ils se sont opposés à cette vision universelle. D'accord ? Donc c'est pour ça que je voulais pas trop m'attarder ou rentrer ou évoquer ces personnages. Certains l'ont évoqué, donc je me suis permis de clarifier. Mais ce qu'il faut vraiment retenir dans le rapport gauche-droite, c'est que la droite incarnait le culte de l'individu et avait le monopole du bien jusqu'à la Révolution française, où elle a gardé le monopole, le sacre de l'individu, mais elle a perdu, en France, le monopole du bien. C'est-à-dire que elle devait maintenant, elle était toujours, entre guillemets, sur surveillance. C'est-à-dire elle avait toujours le pouvoir politique, l'aristocratie, ensuite elle a été rejointe par la bourgeoisie. Néanmoins, elle était dorénavant sous l'œil critique, du peuple, incarné par les journalistes, incarné par une grande partie de la bourgeoisie, d'accord ? Et dans le prolongement, incarné également par des écrivains. Les écrivains ont porté ce camp du bien, incarné par cette gauche naissante. Le plus célèbre d'entre tous, et dont la trajectoire est la plus emblématique à cet égard, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, il est né monarchiste, il s'est réclamé à corps et à cri de la monarchie, il a été reconnu en tant que tel comme produit pur, nectar de la monarchie, recevant des prix très tôt, se distinguant assez tôt. Et puis, au fil de sa trajectoire, il a commencé à virer et à terminer à gauche au point où il s'est fait enterrer avec un cercueil en bois, tout ce qu'il y a de plus populaire et porté par toute la masse, par toute la France, mais en l'occurrence c'était Paris. D'accord ? Donc le camp du bien, le camp de la gauche, c'est également le camp des intellectuels. D'accord ? Donc c'est un point aussi à noter. Donc je résume, la droite, le camp de l'individu, d'accord, qui voit dans l'argent la manifestation d'une récompense divine. La gauche, le camp du peuple, qui voit dans l'argent du vice et qui estime que l'élite est forcément mauvaise et qu'il faut la tenir à carreau et qu'il faut la faire marcher au pas. D'accord ? Voilà. Donc on avance. Et puis derrière cela, on constate que, ok, c'est bien beau tout ça, la gauche, la droite, la gauche, le camp du bien, le camp du peuple, le camp des valeurs collectives, le camp de l'égalité, tout ça c'est lié. Hein. Simplement, en 1881, un certain Jules Ferry se dresse à l'Assemblée nationale. Jules Ferry, membre du camp du bien, de la gauche, prononce un discours, resté dans l'histoire, où il en appelle à la mission civilisatrice. Donc voilà que le camp du bien porte le bien, cette fois-ci à l'échelle internationale, dans l'idée, dans la perspective de aller éduquer les dites races inférieures. Donc voilà que le camp du bien, donc la gauche, se donne pour mission de civiliser les races inférieures, en sachant que le contexte de l'époque considérait de façon implacable, indiscutable,
contrairement à aujourd'hui bien évidemment, que l'humanité était hiérarchisée selon les couleurs de peau et que ces couleurs de peau reflétaient des capacités intellectuelles, lesquelles ensuite se traduisaient par des réalisations matérielles. L'Occident ayant bénéficié d'abord du culte de la raison à la Renaissance, ensuite à la Révolution française, s'en est suivi par la Révolution industrielle, a pu faire émerger un matérialisme imposant, des tours, des bateaux, des routes et j'en passe. Et du fait de cette émergence matérielle, s'est senti supérieur et a considéré que les autres étaient inférieurs, allant même, et là c'est la gauche, à se donner pour mission eh bien, de transmettre cette lumière aux races inférieures. Donc Jules Ferry, donc le camp de la gauche, c'était également le camp de la colonisation, tout comme une grande partie du camp de la droite. Simplement, à un détail près, c'est un détail très très important pour nous ce soir, c'est que la droite, elle, ne s'est jamais cachée, n'a jamais cassé son racisme et son sentiment de supériorité. Pour elle, la colonisation devait servir à son enrichissement. Elle ne jouait pas, elle ne portait pas de masque. Tandis que la gauche, elle, a présenté la colonisation comme un acte de bienfaisance, comme limite de l'humanitaire. Comme de l'humanitaire. Comprenez bien. J'imagine que certains d'entre vous savent déjà ça, et j'en suis heureux. Ceux qui ne le savent pas doivent vraiment comprendre que la gauche a porté cette certitude. Bien que sur le terrain, c'est plutôt la barbarie en lieu et place des droits de l'homme qu'elle a su répondre. Mais ça, c'était à des milliers de kilomètres. Et à l'époque, il n'y avait ni la télévision, il y avait à peine la radio, à telle enseigne que les Français ici n'étaient pas tout de suite informés des barbaries qui se répandaient en leur nom dans les différents territoires dits colonisés. Donc la gauche, alors la gauche non plus ne cachait pas son mépris pour la race noire. Alors c'était, quand je dis, alors peut-être que je me suis mal exprimé, pour les hommes de droite, l'homme noir, en gros, c'était le maillon, le chaînon manquant qui vient de l'intermédiaire entre le singe et l'homme, tout comme pour la gauche. Ça, c'est acté. Ça, il n'y a pas de doute. Simplement, la droite, elle, ne s'est pas donné pour mission d'élever l'homme afro et les autres races dites inférieures. Tandis que la gauche, elle, a prétendu, et c'est pour ça que c'est important de cette notion de prétention, puisque ça nous amène ensuite à l'idée d'hypocrisie. D'accord? Donc, et ce n'est pas pour rien si je vous en parle, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre aujourd'hui le paternalisme, l'instrumentalisation que la gauche opère à l'endroit des afros. D'accord? L'hypocrisie, l'instrumentalisation. Mais bon, je reviens, on est sur le 19e siècle. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Donc, quand vous comprenez bien cela, on arrive à mi-20e siècle où un certain Aimé Césaire, donc on est encore en pleine colonisation, même si à travers l'Algérie, d'abord la défaite au Vietnam à Dien Bien Phu, ensuite l'Algérie bouillonne, on commence à voir que l'Empire vacille, et c'est peu de le dire. Aimé Césaire, connu et reconnu déjà en ce temps-là, comme un intellectuel émérite, ambassadeur du mouvement de la négritude, rédacteur d'un cahier de retour d'un cahier au pays natal, et ainsi que du discours sur le colonialisme, même si cet ouvrage n'a pas été autorisé en termes de publication en France. Aimé Césaire, qui était affilié à la gauche, évidemment, le camp du bien, le camp du peuple, et dans le peuple, on mettait toutes les forces unies, eh bien, rédige un courrier à l'endroit du Parti communiste, dirigé par Maurice Thorez. Petite parenthèse, qu'est-ce que le Parti communisme? Le Parti communisme, ce n'est pas uniquement le parti qui se réclame de l'idéologie de Karl Marx, qui dénonce le capitalisme et qui le dépeint comme un système d'exploitation, en gros, comme un système d'esclavage qu'il faut combattre, et qui résume la marche du monde comme une forme de lutte des classes et d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est bien plus que ça. Le communisme, c'est aussi, ça s'inscrit dans la sacralisation du peuple, où le peuple n'est pas simplement perçu comme légitimement membre du bien, mais presque comme un être divin. C'est ça, ça va beaucoup plus loin.
et où la religion est diabolisée à l'extrême. La religion est l'opium du peuple, disait Karl Marx, et ça a été repris par les communistes, au sens large, de Proudhon à Trotsky. D'accord? Donc, fondamentalement, Césaire, lui, s'est inscrit dans cette filiation-là, non pas par opposition à une vision religieuse, mais dans une optique d'émancipation, puisque le discours communiste était de réunir tous les opprimés du monde pour renverser le capitalisme tenu par une minorité, par une élite égoïste, individualiste, raciste, sexiste, et j'en passe. D'accord? Alors le communisme, c'est surtout le déni de l'enfer. Ça, c'est le déni de l'enfer soviétique, ça, c'est au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, avec notamment les propos de Solzhenitsyn. Mais aujourd'hui, alors c'est vrai que j'aborde beaucoup de thématiques, je ne peux pas tous les traiter, mais là, j'essaie juste de vous faire le lien entre, là nous en sommes, au divorce de Césaire à l'endroit du Parti communiste. Il me fallait néanmoins effectuer une petite parenthèse pour vraiment clarifier, pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que le communisme. Aimé Césaire, 1956, divorce du communisme avec une lettre tonitruante, après s'être aperçu que les revendications d'abord parce que lorsque Khrouchtchev en 1956 fait porter à la face du monde les exactions de Staline, Staline qui jusque-là était considéré comme un héros national dont la statue de marbre était intouchable, c'était quand même celui qui avait vaincu Hitler le premier, faut-il le rappeler, hein. C'est pas les Américains, c'est vraiment les Russes. Eh bien, Khrouchtchev en 1956 sort les dossiers, il révèle à la face du monde la part sombre de Staline, et ça a un peu fait vaciller la pureté et le camp du bien incarné par les communistes en France. Aimé Césaire, face à tout ce remous, bon, lui, il décide de prendre ses distances, ayant constaté par ailleurs que dans toutes les discussions, dans les organisations, dans les réunions, et Dieu sait qu'il y en a eu des réunions entre communistes, la question raciale était toujours négligée. D'accord ? Était toujours négligée, était toujours mise sur le côté. Et c'est comme ça qu'il a compris que il existe au sein du camp du bien, au sein de la dite gauche française, ce que l'on appelle, ce que les anthropologues comme M. Descola ou Pierre Legendre aujourd'hui qualifient, un impensé racial. Un impensé racial. Le concept d'impensé est très très important. L'impensé, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'angle mort en voiture. Ce qui existe mais qu'on ne voit pas, qui est là, mais on ne le voit pas, à moins de se retourner. D'accord ? Qui est déterminant quand même, parce que si on ne le voit, si on ne se retourne pas, une voiture peut arriver au moment où on vire à droite et boum, c'est l'accident. Donc l'impensé culturel, mais là en l'occurrence racial, c'est une notion fondamentale. Et Aimé Césaire réalise l'existence de cette impensé raciale qui enferme le dit blanc de gauche dans une vision paternaliste qui ne dit pas son nom à l'endroit de l'afro. D'accord ? Donc factuellement, c'est ok, mon pauvre afro, tu souffres, tu subis l'injustice du capitalisme, je vais t'aider, je suis là pour toi. Par contre, tais-toi. N'essaie pas de m'apprendre quoi que ce soit. Non, arrête, ne parle pas. Hop, attention. Voilà. Donc cette impensée-là pousse le dit blanc de gauche à croire qu'il a le monopole de la vérité, le monopole de la rationalité. Et Césaire, l'écrivain, l'intellectuel, ben, ça l'insupporte, il ne peut pas accepter cela. Face à ce constat, il divorce. Et ce divorce, on le retrouve encore plus récemment avec ce qu'on appelle le courant des afro-féministes. Au début, c'était des femmes afro qui se réclamaient du féminisme occidental, jusqu'au moment où elles se sont aperçues que les féministes occidentales, s'intéressaient à lutter contre la domination masculine, mais s'agissant des questions raciales, du dénigrement que subissaient les femmes afro, de l'absence de représentation, et j'en passe, elles s'asseyaient dessus, voire même pire, pendant qu'elles manifestaient à l'avenue sur boulevard, dans les boulevards haussmanniens, ou à Saint-Germain-des-Prés, qui faisaient le ménage chez elles, c'était très souvent des femmes afro. Donc les afroféministes ont aussi fait le même constat qu'Aimé Césaire.
à savoir que l'impensé racial domine la conscience de gauche. D'accord. Troisième exemple, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a effectué le même alors, il y avait un petit commentaire qui me paraissait intéressant, vous m'excuserez. Alors, Cheikh Anta Diop a effectué pareil, a été heurté par le même constat. Étudiant à la Sorbonne, il s'inscrit dans la méritocratie, il devient boulimique de lecture, il emmagasine du savoir, il pousse les études jusqu'au doctorat, il veut déposer son doctorat, le sujet de son doctorat est refusé. La Sorbonne refuse de valider sa thèse. Pourquoi? Eh bien parce que cette thèse remet en cause la suprématie, ou du moins remet en cause la paternité du génie égyptien. Vous connaissez maintenant la thèse, qui n'est même plus une thèse, qui est une vérité historique, à savoir que les pyramides, plus largement la civilisation égyptienne, mère de toutes les civilisations, mère de tout, mère du savoir en termes de logos, en termes de science, bien, était afro. Bien, cette thèse que Cheikh Anta Diop a mis à jour a été refusée par la Sorbonne. Donc, en parallèle de Césaire, Cheikh Anta Diop, à son tour, s'est heurté à ce paternalisme racial. On arrive directement aux années 80. D'accord? Donc, après ce divorce, on arrive dans les années 80, là où fondamentalement la gauche dite moderne, celle portée par le PS, rencontre la dite cause noire. Rencontre la dite cause noire. D'abord, dans les années 80, au début des années 80, en 82 notamment, à travers la marche dite pour l'égalité, qui devient la marche des beurs, mais qui en somme, qui voit la naissance d'SOS Racisme, factuellement, avec comme porte-voix Harlem Désir, d'accord. Donc la gauche de Bernard Kouchner, la gauche de BHL, la gauche de Krivine, la gauche de Julien Drey notamment, etc. Bon, prend ce combat à bras-le-corps, donc c'est toujours pareil. On lutte contre le racisme. Par contre, celui qui détient les armes idéologiques, l'argumentaire, ce n'est pas l'afro. Mets-toi un peu de côté. Harlem Désir, tu as un bon visage, mais attends un peu. Attends un peu. Mets-toi un peu de côté, s'il te plaît. Sois gentil. D'accord? On va nous prendre le café. Bon. Donc, on voit que la gauche s'empare de le combat racial, auquel s'ajoute un combat racial en interne, combat racial plus ou moins en externe via une régularisation massive opérée par l'élection de Mitterrand en 1981, d'accord, régularisation des sans-papiers africains. Donc la gauche apparaît comme la protectrice fondamentalement des afros, d'accord. Donc on se dit que Césaire, plus ou moins, il pourrait revenir sur sa décision prise 30 ans auparavant, ou un peu moins de 30 ans auparavant. Pas du tout, puisque ce sauvetage ou cette protection ne s'est pas faite à l'avantage réellement des afros. Et c'est ce point-là qui doit aujourd'hui nous attirer notre attention. Mais avant de venir à ce point, c'est-à-dire définitif, on voit que SOS Racisme, c'est la naissance des années 80. On arrive avec aussi les années 90, notamment l'évacuation de l'église Saint-Bernard, l'évacuation des sans-papiers en 96, sous le gouvernement Juppé, donc le gouvernement de droite. C'est toujours la gauche, l'élite de gauche, artistique notamment, pareil, qui s'est affichée à la face du monde comme le camp du bien. Et toujours, nous, communauté afro, on a plongé la main sur le cœur, on s'est senti touché, protégé. Bon, très bien. On arrive une décennie plus tard, 2005. Nicolas Sarkozy en 2005 et sa fameuse volonté de nettoyer au Karcher. Pareil, la gauche monte au créneau, défendant les afros et les arabes, victimes de ce propos manifestement raciste. Bon, très bien. Donc à chaque fois, la gauche se présente comme la protectrice de la dignité, de l'honneur des afros. Okay. Simplement, en parallèle, sur le plan culturel, sur le plan même civilisationnel, les mentalités, elles, demeurent comparables
à ce qu'elles étaient lorsque Jules Ferry a évoqué la nécessité d'engager une mission civilisatrice. Puisque l'exposition coloniale, certes, qui a eu lieu en 1931, la dernière du moins, elle n'a plus lieu, en revanche, elle s'est téléportée de la Porte Dorée à la télévision. C'est le Club Dorothée, avec la fameuse chanson où on voit des afro-cannibales, où Dorothée, elle est là dans une marmite. Donc on a l'animalisation de l'afro. On est dans les années 90, hein, quand même. Moi, j'ai vu ça de mes yeux, j'avais, je crois, je sais plus, 8, 9 ans ou 10 ans. Bon, on a vécu ça en live, on a vu ça. D'accord. C'est Michel Leb, avec son sketch, avec les narines, et j'en passe. D'accord. Les plus anciens parmi vous ont vécu cela. Donc, certes, d'un côté, il y avait la gauche qui incarnait le camp du bien, mais l'imaginaire collectif français était entretenu dans cette soit animalisation, soit infériorisation intellectuelle. Mais quoi qu'il en soit, l'égalité n'était absolument pas à l'ordre du jour. N'était absolument pas à l'ordre du jour. Donc c'est dans ce climat-là que la nouvelle génération, aujourd'hui en France, a vu le jour, a émergé. Maintenant, pour comprendre encore plus en profondeur comment se fait-il que cette vision de gauche qui sacralise le peuple a pu rencontrer la satisfaction, l'assentiment du peuple afro, il faut comprendre le paradigme qui anime le peuple afro. Ce n'est pas un paradigme individualiste, comme je l'ai évoqué au début, c'est un paradigme, certains diront holiste ou collectiviste, en tout cas, c'est le nous qui prime, c'est le nous sommes. Ce n'est pas le je suis, il n'y a pas le culte de l'individu dans le paradigme africain, c'est le culte du nous sommes, d'accord ? Donc, le culte du nous sommes à l'africaine a rencontré le culte du nous sommes de gauche, et voilà pourquoi cette fusion est apparue presque comme naturelle, d'accord ? On ne milite pas pour les droits individuels, on milite pour un idéal commun, on milite pour l'égalité, pour la justice sociale, bref, des grands termes, des grands mots. Mais qu'en est-il de leur réalité? Qu'en est-il de leur réalisation? Et c'est pour moi tout l'intérêt du live de ce soir. C'est qu'on a d'un côté les champions de l'idéologie, la gauche, qui mettent en avant des valeurs incroyables, hein. L'égalité des chances, la justice sociale, et j'en passe. Mais qu'en est-il de la réalité? De notre réalité à nous, particulièrement afro? Bien, la réalité est la suivante. Chaque année, 100 à 150 000 jeunes, dont une grande partie sont des afros, quittent le système scolaire sans le moindre diplôme. La réalité, c'est que on observe une explosion des inégalités. Mais plus grave encore, on s'aperçoit qu'à mesure des décennies, eh bien, il faut de plus en plus de générations afin que une personne connaisse une mobilité sociale. Il y a à peu près 40-50 ans, il fallait 2 générations pour que, on va dire, un ouvrier, un descendant d'ouvrier devienne cadre. Aujourd'hui, il faut 6 générations. Mais cette statistique cache une réalité raciale. C'est que ce sont principalement nous autres afros qui sommes globalement bloqués, et en particulier les hommes, pas les femmes, les hommes, qui sommes bloqués au sous-sol de la République. C'est nous autres hommes afro, nous sommes bloqués au sous-sol de la République. Pourquoi sommes-nous bloqués au sous-sol de la République? Alors, je l'ai déjà évoqué 1000 fois, mais ça nécessite d'être évoqué 2000 fois. D'abord, grosso modo, la fameuse Kaira attitude, d'accord? L'idée que la terre entière, cette idée de rébellion, mais le point de départ même de cette Kaira attitude, c'est le déficit linguistique, qui est catastrophique. Déficit linguistique, 300 mots de vocabulaire, plus l'idée que la terre entière nous en veut, ça nous, à la fois, nous rend allergiques à l'école, et en même temps, nous enferme dans une rage à l'endroit du système. Ok? Bon. Eh bien, ce constat-là, qu'est-ce que la gauche
fait devant ce constat? Qu'est-ce que nous offre-t-elle? Quelle alternative nous offre-t-elle? Voilà, dans les années 80, oui, il y avait un parc d'attractions, le village de Bambou. Merci, de Bamboula même, il s'appelait. Quelle alternative la gauche nous offre-t-elle? Aucune. La seule alternative qu'elle nous offre, c'est toujours un discours visant à incriminer le système. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de réveiller la jeunesse afro en lui disant « Ok, les inégalités, les injustices existent, pour autant, les opportunités sont là, il faut se retrousser les manches, la volonté, à le droit de citer, peut permettre à ton destin de connaître une autre trajectoire », pas du tout. C'est pas ce qu'elle te dit. Elle te dit, toujours compte tenu de sa vision collective, laquelle est irriguée par les intellectuels de la moitié de la fin du XXe siècle, comme Bourdieu en particulier, mais c'est pas le seul, mais c'est le Moïse de la gauche moderne, hein, Bourdieu, consistant à dire la volonté individuelle n'est rien devant les structures collectives, devant le système. Donc, grosso modo, ça ne sert à rien d'encourager individuellement les uns et les autres à prendre leur destin en main. Les dés sont pipés. Ça ne sert à rien d'essayer de courir. On sait que vous allez perdre parce que c'est déjà acté. Vous imaginez ce discours, à quel point il est destructeur? Mais après, à la limite, on pourrait dire, ils ont peut-être raison, après tout. Bourdieu, c'est quand même un grand nom. C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a décidé de cracher ces mots comme ça en l'air. Non, il les a rédigés, il a une reconnaissance académique, intellectuelle, il a à son actif un certain nombre d'ouvrages, il a acquis une autorité sur ces questions. Eh bien, il se trouve que Bourdieu est contredit de façon brutale par la réalité. Mais quelle réalité? Quelle réalité? La réalité des frères et sœurs qui sont nés au pays qu'on appelle les blédards et qui sont venus ensuite poursuivre des études ici. C'est grâce à eux que la thèse de Bourdieu et de tous celles et ceux qui en prennent la défense et qui s'en font les porte-voix, c'est grâce à eux que cette thèse trouve sa limite, voire même est battue en brèche. Pourquoi? Parce que Bourdieu dit, oui, déterminisme, quand on ne bénéficie pas des capitaux culturels nécessaires réclamés par l'école, on ne peut pas s'en sortir. Donc capitaux, c'est quand à la maison on ne lit pas d'ouvrage, quand nos parents ne sont pas cadres, on ne peut pas réussir à l'école. Nos frères du pays, ils ne sont pas tous fils de ministres, hein. Pardon. La plupart avaient des parents qui se battaient, qui étaient tout au plus commerçants. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, ils n'avaient pas un accès aux livres, ils n'avaient pas un accès à une ouverture intellectuelle. Et ils vivaient vraiment dans des conditions extrêmement dures. Pour autant, quand ils sont arrivés ici, donc dans le système français avec ce que Bourdieu décrit, ils ont performé. Ils ont performé. En tout cas, beaucoup plus que nous autres, ici, ayant grandi à Grigny, à Sarcelles, au Tarteret, au Val-Fouré, et j'en passe, et ayant reçu quelques coups de matraque. Donc, comment l'expliquer? C'est là que la théorie bourdieusienne trouve sa limite. Eh bien, figurez-vous, et c'est ce qui m'a motivé à faire ce live, tout particulièrement ce soir, figurez-vous que je suis tombé sur une vidéo que j'ai postée hier ou avant-hier, montrant un jeune sociologue remettre en doute, pour ne pas dire réduire en pièces, le discours volontariste tenu par un jeune frère afro, très encourageant, vraiment très motivant. Le frère afro, alors de manière un peu directe, il reproche, il dit aux frères qui se lancent dans la délinquance alors qu'ils vivent en France avec des opportunités, il leur dit, mais attendez, vous voulez être gangster dans un pays qui vous donne accès gratuitement aux études? Enfin, en gros, réveillez-vous, c'est pas normal. Vous avez une opportunité incroyable de rêve. Des millions d'enfants dans le monde, des centaines de millions d'enfants n'ont pas cette opportunité-là, rêveraient de l'avoir. Vous, allez dans vos mains, vous la balayez pour vous la jouer Tony Montana, pour vous la jouer Hot Dog dans Menace to Society. Donc, le frère tient ce discours de sensibilisation et le sociologue vient, il balaye d'un revers de main brutal en expliquant qu'en gros, dans les grandes lignes, qu'il ne s'y connaît pas. Et le ton, il faut voir la vidéo. Elle est d'un paternalisme racial incroyable.
mais qui ne dit pas son nom. Et là, ça renvoie à l'impensé que j'ai évoqué tout à l'heure, l'impensé racial. Mais comme si ça ne suffisait pas, parce que moi, je ne suis pas dans le procès d'intention, vous me connaissez. En tout cas, j'espère. J'ai pris le soin, moi, d'intervenir, d'effectuer un commentaire, et en prenant pour exemple les frères du pays qui viennent et qui performent malgré le même déterminisme social, voire même un déterminisme encore plus accablant. J'aurais d'ailleurs même dû prendre l'exemple des sœurs qui réussissent malgré ce même déterminisme. Toujours est-il que j'ai pris l'exemple des frères et sœurs qui viennent du pays. Que m'a-t-il opposé? Est-ce qu'il a même essayé de se dire « Ah, c'est vrai que c'est un angle de vue, Bourdieu ne l'ayant pas abordé, n'ayant pas pris en considération, effectivement, peut-être que ça me permettrait de croire... alors, est-il encore légitime aujourd'hui de croire en la méritocratie à la française ?» Bien, justement, c'est la question à laquelle on va aboutir tout à l'heure. Mais le jeune homme, sociologue, en herbe, tout du moins, herbe séchée, ça je ne sais pas, mais bon, il aurait pu au moins se questionner, à se dire, ah, c'est vrai que c'est factuel, c'est un argument qui se tient, des jeunes afro qui grandissent dans des conditions encore plus négatives que celles que rencontrent d'autres jeunes ici, eh bien, s'en sortent. Preuve que, ok, les différents capitaux ont leur importance dans la réussite scolaire, mais pour autant, il manque un élément qui fait toute la différence. Toute la différence. Et aujourd'hui, la psychologie, la psychosociologie nous l'enseigne. La pensée positive, la motivation. La motivation. Les frères, quand ils débarquent ici, ils ont conscience de la chance, ils sont motivés comme une armée romaine. Et cette motivation fait tomber tous les déterminismes. Quand vous êtes motivé, quand vous avez encore en mémoire le regard de votre mère, de votre père, qui vous a accompagné à l'aéroport en babouche, qui vous a toutes ses économies, et vous savez dans quelles conditions ils dorment, il vous envoie comme ça en Europe. Quand vous atterrissez ici, vous asseyez à la classe, vous pensez vraiment que vous allez écouter Moussa qui va te dire « Vas-y, viens, on s'en bat les couilles, vas-y, viens, on va fumer un joint ». Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Qu'est-ce que tu racontes? C'est du tout droit. C'est le professeur, il parle, vous avez des cahiers, on vous montre une bibliothèque flambant neuve avec des livres partout. On vous demande juste d'écouter une personne qui parle, de prendre des notes sur ce qu'elle dit, de rentrer, de réviser. On ne vous demande pas d'aller puiser l'eau, on ne vous demande pas d'aller vendre des bananes plantées au marché, on ne vous demande rien de tout ça. Juste de vous asseoir à l'école chaque jour, de noter, de réviser, de passer des examens, et année après année. C'est-à-dire pour vous, c'est un jeu d'enfant. Mais tout ça, c'est une affaire de motivation. Donc, les frères qui viennent du pays et qui, par leur exemple, ont vocation à nous ouvrir les yeux sur l'importance de la motivation individuelle qui permet d'évacuer toute cette culture de l'excuse, parce qu'en définitive, il s'agit d'une culture de l'excuse. Eh bien non, le sociologue en herbe séchée, je ne sais pas, il a répondu en balayant « ouais, non », et j'ai posté même sa réponse, je vous assure, c'était hilarant. Il a essayé de m'ensevelir dans des termes abscons, abstraits, comme les sociologues en ont le secret. Voilà. Convoquant même la géopolitique. Voilà. Donc, renforçant ce fameux impensé racial qui caractérise ce paternalisme. Ce paternalisme. D'accord ? Donc, c'est pour cette raison précisément, c'est un exemple, mais je peux vous assurer des exemples comme ça, je ne suis pas le seul à y être confronté, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les afros qui sont dotés d'une certaine connaissance, d'une certaine expertise, et je vous invite à confirmer ou à infirmer par message, sont confrontés à ce procès en illégitimité intellectuelle. Quand on expose un savoir à un non-afro, quand c'est un savoir qui ne concerne pas le sport ni la danse, il faut voir comment il faut ramer, il faut voir comment on est mis en doute. Pourquoi? Parce que ça bug dans leur imaginaire. Comment le Kirikou, là, comment le cannibale, là, comment celui que j'ai vu, il se lave à la boue dans Voyage en terre inconnue, comment lui, là, il peut m'apprendre qu'est-ce que la physique quantique, comment lui, là, il peut m'apprendre qu'est-ce que la philosophie, comment lui, là, il peut m'apprendre la sociologie, comment lui, là, il peut même remettre en cause Bourdieu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non,
bug. Voilà ce à quoi on est confronté tous les jours. Et moi, honnêtement, je n'ai plus trop d'énergie à cela. Et c'est pour ça que je dis que le temps que je passe à combattre, le temps qu'on passe à combattre le racisme, c'est le temps que l'on ne passe pas à cultiver l'excellence. Parce que pendant que toi, fort de ton expertise, tu vas essayer de convaincre Guillaume Mathieu que tu connais tel sujet, eh bien, c'est le temps que tu ne passes pas à améliorer ta connaissance du sujet, à la renforcer avec encore plus de lecture, en réactualisant ton propos. Non, tu vas passer 1 heure, 2 heures à débattre sur des sujets qui sont loin derrière toi. Normalement, ça y est, c'est passé. Bourdieu, tu l'as repassé, tu l'as plié, tu l'as repassé, tu l'as mis dans le tiroir, c'est réglé. Tu as même devancé Bourdieu avec Norbert Elias ou même avec Basil Bernstein sur la place de la langue dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que tous les capitaux évoqués par Bourdieu, finalement, ne sont rien devant le capital linguistique, devant également la motivation. D'accord? Alors, un frère dit, c'est un peu rechercher leur validation. Alors, les relations humaines sont faites de débats. Maintenant, dans ces débats-là, il peut arriver que ce débat autour, justement, de l'intégration, comment se fait-il que les afros, on a un peu plus de mal, donc, ça vous expose, ça vous attire, vous voulez débattre. D'accord? Maintenant, en effet, on peut y voir une volonté de validation. Mais factuellement, ce n'est pas une idée de « je vais être validé », c'est juste vouloir être porteur d'une vérité. Si quelqu'un vous demande, si vous entendez une personne dire 2 plus 2, ça fait 5, et que vous savez que ça fait 4, si vous lui dites « non, écoutez, vous savez, ça fait 4 », est-ce que vous cherchez sa validation? Non, vous cherchez juste, vous êtes juste un porteur de vérité. C'est un réflexe humain face à une erreur, de la pointer du doigt. Sauf si vous avez mieux à faire. Sauf si vous savez quelle est votre priorité. Et c'est là où ça relève d'un choix. Mais il ne s'agit absolument pas de chercher la validation. Ça, c'est un mot que l'on entend souvent assez rapidement dans nos cercles. Pour moi, ils ont un peu une connotation un peu extrémiste. Oui, on cherche la validation du blanc. Non, c'est pas chercher la validation. C'est humain, c'est les relations humaines. On débat, on veut, voilà, on échange. Quand vous êtes un docteur, par exemple, vous êtes à une conférence sur une thématique bien précise. Ne cherchez pas la validation. On vous a convié pour exposer votre propos. Maintenant, si une personne s'oppose à ce que vous maîtrisez, vous allez essayer de démontrer que son opposition est nulle et non avenue. Mais ça ne veut pas dire que vous cherchez la validation de sa couleur de peau. Vous voyez? Donc il faut essayer un peu de mettre de côté ce réflexe racialiste qui consiste à toujours uniquement limiter nos actions sur le champ de le regard de l'autre. Non, c'est les regards ou c'est les rapports humains. C'est pas une quête de validation. En tout cas, pas sur cette question-là que j'aborde. Alors, concentrons-nous sur nous-mêmes, développons une économie autonome pro-noir. Le respect dans ce monde foutu passe par financiarisation. Vous pouvez impacter ou punir cancel culture. Pouvez-vous impacter... Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais concentrons-nous sur nous-mêmes. Alors, oui, concentrons-nous sur nous-mêmes, mais pas dans une optique que je sois bien précise. Je ne cherche pas à être dans un communautarisme oppositionnel, eux contre nous. C'est pas ce que je dis. Hein. Ah oui, voilà, la méritocratie, merci. Je vais revenir après. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que nous avons une spécificité psychologique que les autres ne connaissent pas. Et pire, quand on essaie de leur expliquer, qu'ils ne veulent pas entendre. À ce titre, à quoi bon essayer de leur faire comprendre? Il est préférable de se concentrer sur notre spécificité pour justement combattre, quand je dis spécificité, complexe d'infériorité, impulsivité via la mentalité ghetto, voilà, toutes ces spécificités qui nous sont propres et dont on doit se libérer pour exploiter notre plein potentiel. Mais ce n'est pas les travaux de Bourdieu, et ce n'est pas le regard de la gauche qui va nous y aider, puisque la gauche va nous dire que c'est à cause du système. C'est le système, rien que le système, il faut t'asseoir. Et que d'ailleurs, la méritocratie n'existe pas. Et là-dessus, c'est un propos qu'on entend souvent. Oh, la méritocratie n'existe pas. Et c'est l'un des travers de la gauche. Pourquoi? Parce que la gauche, c'est le culte du bien, le culte du vrai, mais qui renvoie au culte de l'idéal. C'est une vision idéaliste. Donc la gauche refuse d'accepter ou de valider le concept de méritocratie au motif que la méritocratie n'est pas parfaite. C'est-à-dire que la gauche, pour elle, les choses doivent être parfaites. C'est le propre des gens, des théoriciens. Pour eux, c'est comme ils vivent que dans l'abstraction, il faut que ce soit parfait.
Or, la réalité est par définition imparfaite. Donc, pour revenir à la question évoquée, la méritocratie n'est pas parfaite. Aucune méritocratie n'est parfaite. Puisque déjà, on part avec des inégalités de capacité de mémorisation, de capacité de vivacité d'esprit, des inégalités de taille, des inégalités sociales, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est factuel. Donc, ça crée déjà, on ne démarre pas sur la ligne de départ. En revanche, en fonction de notre dose de travail, on peut accéder à un certain résultat. Donc, notre mérite, il est relatif, mais il existe quand même. Donc, la méritocratie existe. Et comme nous le prouvent les frères qui viennent du pays et qui parviennent au bout de 5 ans, 10 ans à se bâtir un certain confort, une certaine réalité. Alors, qui n'est pas comparable à celle d'un Rothschild ou un Elon Musk, évidemment. Il n'empêche qu'elle est quand même enviable et elle est le reflet d'une volonté personnelle. Elle est le reflet d'un talent propre. Elle est le reflet d'une réussite. En clair, elle exprime un mérite. Donc la méritocratie, si on se contente d'être enfermé dans la vision de gauche, évidemment, elle n'existe pas dès lors qu'elle n'est pas parfaite. En revanche, quand on s'en tient à un pragmatisme qui est plus de droite, eh bien la méritocratie existe. Certes, imparfaite, néanmoins existante. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est un élément capital que la gauche ne veut pas entendre. Donc, pour résumer, avant de conclure, la gauche est née d'abord en réaction à la droite. Elle est née dans une logique de sacralisation du peuple, en opposition à la sacralisation de l'individu. Son rôle était d'abord de s'opposer donc à cette aristocratie, en reprenant à son compte le camp du bien, le camp du progrès, sauf que, en parallèle, en atteste la colonisation, dans l'ombre de sa conscience se cachait quand même une vision racialiste, c'est-à-dire un complexe de supériorité raciale, d'accord, qui s'est traduit à la rencontre des deux peuples, peuple blanc de gauche et peuple afro, par un paternalisme, doublé d'une instrumentalisation. Instrumentalisation, c'est SOS Racisme, c'est l'église Saint-Bernard, c'est la réaction avec Sarkozy, Karcher, pour nous prendre 3 exemples, mais parmi tant d'autres. Et paternalisme, c'est on parle à votre place. Vous êtes attaqués, c'est nous qui vous défendons. Vous voulez nous expliquer ce que vous vivez, vous voulez au mieux nous éclairer même sur des points. Chut, taisez-vous. C'est Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, c'est Cheikh Anta Diop, c'est Cheikh Modibo Diarra qui était obligé d'aller aux États-Unis, c'est Alain Mabankou, devant un journaliste qui lui dit « Ah, mais pourquoi un noir, ceci, cela ?» Il lui dit « Mais attendez, ça fait longtemps, Cheikh Anta Diop, il nous a enseigné telle chose, vous devriez le savoir. » Enfin, voilà, il y a ce paternalisme, et c'est des exemples connus, mais qui cachent une forêt de réalités inconnues que vivent beaucoup d'afro. Et pas que afro, hein, attention. La communauté maghrébine aussi a son lot à cet égard. D'accord ? D'ailleurs, Bruno Gassio, vous regarderez sur Internet, l'avait révélé sur le plateau de Ce soir ou jamais, il y a quelques années de cela, c'était magistral. Vous regarderez sur Internet, vous tapez Bruno Gassio sur YouTube. À la base, le problème de la gauche n'est-il pas économique ? À la base, le problème de la gauche, non, il n'est pas que économique. Il est, comme je l'ai dit, il a plusieurs volets. Il est principalement idéologique. La gauche, c'est d'abord le camp du bien. C'est la vision du peuple contre la vision élitiste. Et après, ça s'est traduit dans une dialectique économique portée par Karl Marx. Mais le point de départ de la gauche, c'est pas économique. C'est vraiment, comme toute idéologie, c'est psychologique, ça part des postulats. La droite considère que ce qui prime, c'est l'individu et donc la liberté. La gauche considère que ce qui prime, c'est le collectif et par conséquent l'égalité. Pour la faire courte. Sauf que la gauche, son égalité, elle la limite à sa couleur de peau. Et quand il s'agit d'une couleur de peau comme la nôtre, on revoit. Ok, Mamadou, tu es mon égal, mais balaye-moi le sol, s'il te plaît. Bon, Mamadou, tu es mon égal, mais surveille l'entrée de la maison. Bon, Mamadou, tu es mon égal, mais ne me fais pas la leçon. Je dois lire du Victor Hugo. Bon, d'accord. Mamadou, tu es mon égal, mais mon enfant ne va pas aller à la même école que ton enfant. D'accord. Donc c'est ça la réalité de la gauche. Le culte, c'est le monopole du bien,
derrière un culte de l'hypocrisie et qui alimente un paternalisme et une instrumentalisation, mais qui surtout se joue à notre corps défendant, qui se joue à notre détriment, puisqu'il nous empêche, nous, de nous armer mentalement. Il nous empêche d'alimenter un discours volontariste. Et c'est précisément pour cette raison que le divorce entre les afros et la gauche est pour moi, c'est même plus une nécessité, c'est un impératif. C'est un impératif absolu. Absolu. La gauche nous enferme dans une victimisation. Mais impuissante. Parce qu'il y a les victimisations utiles. D'accord? Victimisation utile, c'est vous êtes une minorité. Vous avez pour seule arme face à une majorité la morale. Et grâce à la loi, vous usez de cette arme pour culpabiliser l'autre et obtenir en retour des réparations financières, des lois, etc. Donc c'est utile. Je ne dis pas que toute victimisation est inutile. Ça peut être utile. Les femmes l'ont utilisé, la communauté juive l'a utilisé, c'est pas le problème. Sauf que nous, la victimisation dans laquelle on nous enferme, elle est nuisible du fait qu'elle ne s'accompagne pas d'un discours d'excellence académique. Les féministes ou les juifs, ils ne sont pas au fond de la classe à l'école. Ils sont au devant. Ils sont devant. Ils écoutent les profs. Ils ont les meilleures notes. Ils rentrent dans les cercles d'influence, de pouvoir. Et là, maintenant qu'ils sont installés, ils pèsent, ils influent, ils font porter leur voix, ils font avancer leur cause. Mais nous, on a écouté Booba, on a écouté Tupac, on écoute Gazo, donc on crache sur le carnet de correspondance, on est au fond de la classe, on fume des joints, le professeur nous parle, on lui jette notre trousse quand on va à l'école, le reste du temps, on n'y va pas. Je généralise, bien sûr, vous m'avez compris. On préfère aller dehors, et puis, quand finalement on nous demande, oui, pourquoi tu vas pas à l'école? Ouais, non, le système, parce que toute la journée, on a entendu à la radio, à la télévision, le PS nous dire que c'est systémique, le système, c'est à faute du système. Et jamais personne ne nous a remis en question. Voilà le poison. La gauche, le discours de la gauche représente pour nous autres afro un poison. Mais pour eux, c'est bien de nous avoir en dessous parce qu'au moins ça leur fait bonne conscience. Ils aident les petits afros et eux, après, le soir, ils retournent dans leur quartier, plus ou moins bobo, gentrification oblige. Ils sont à l'aise. Je prends le pari que le jeune homme sociologue qui a balayé le discours volontarisme du frère ne vit pas à Grigny, n'a pas vécu au milieu des cafards, n'a pas vécu avec des ascenseurs qui empestent l'urine, n'a pas vécu tout ça. Je suis prêt à mettre mes deux mains à couper. Non. En revanche, écouter un de ceux qui a grandi là-dedans et qui en connaît les travers, comme c'est mon cas, oula, c'est trop demandé. Non. Donc moi, aujourd'hui, mon rôle, avec d'autres, c'est fondamentalement d'extirper un maximum de frères des griffes, des sables mouvants de la gauche. C'est de les extirper. Regardez comment le LFI instrumentalise le frère député, comment j'ai pu oublier son nom, j'avais le nom au bout de la langue, d'origine congolaise, qui s'était fait d'ailleurs insulter. Bon, ça va me revenir, d'autant que j'avais eu à débattre à son endroit, comment il est instrumentalisé. Voilà. C'est-à-dire que pour vous dire encore, le maire de Saint-Ouen, Mohamed Bouamram, entre les lignes, voilà, Carlos Bilango, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mohamed Bouamram avait dénoncé cette instrumentalisation opérée par la LFI à l'endroit des cités. Donc ce que je vous dis là, je vous assure que ça tient de l'évidence pour toutes celles et ceux qui ont pris le temps de se pencher sur la question. D'accord. Maintenant, l'un d'entre vous m'a posé la question, oui, mais qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce que les afros doivent être de droite? Honnêtement, oui, pas d'extrême droite, mais de droite au sens, attention, au sens du volontarisme. Pas au sens de l'égoïsme. Ça, c'est l'effet pervers de l'esprit de droite. Tout comme l'effet pervers de l'esprit d'égalité, c'est la jalousie. D'accord. L'effet pervers de l'esprit de droite, c'est le cynisme, c'est l'égoïsme absolu. Bon, non. Soyons de droite au sens où prenons conscience que nous pouvons individuellement avoir notre destin en main, devenir fort individuellement, et une fois qu'on devient fort individuellement, on peut former des collectifs, des groupes forts.
Je ne cesserai de le répéter. Là où la gauche nous dit que l'union fait la force, la réalité dit le contraire. La réalité nous dit que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. C'est l'union des forts. On n'a pas besoin d'être 1 million pour être fort. Non, il suffit que nous soyons 1000. Mais parmi les 1000, il y a des docteurs, des architectes, des entrepreneurs à succès, des professeurs d'université, des écrivains, des journalistes, des historiens. Et ça, c'est largement suffisant pour constituer une force culturelle, une force économique, une force politique culturelle, en ayant des scénaristes, en ayant des écrivains qui rédigent des BD pour les enfants. Donc ça permet de construire un nouveau mindset, un nouvel imaginaire, nous libérer du complexe d'infériorité esthétique, des scénaristes pour des films et des séries qui permettent d'éduquer les ados et les parents dans les relations humaines ou dans l'estime de soi, la confiance en soi, des historiens qui permettent d'honorer le devoir de mémoire, mais qui ne doit pas être un devoir de haine, en mettant en avant pas simplement des Kunta Kinte, mais des rois et des reines qui ont bâti l'honneur et le prestige du passé afro, des juristes, des avocats pour prendre la défense des nôtres en cas de bavure policière ou en cas de licenciement abusif, en cas de discrimination avérée, et j'en passe. Des députés pour aller porter des lois quand il s'agit, pareil, par exemple, le chlordécone, et j'en passe, quand on observe des injustices criardes. Et j'en passe. Donc c'est ça la force. C'est quand chacun est fort pour constituer, comme dans l'armée romaine, comme chez les Spartiates. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que la gauche nous a utilisés pendant des décennies, et même encore aujourd'hui de façon inconsciente. Et charge à nous, alors il faudra quand même des hommes et des femmes pour suivre les directives, pour permettre l'évolution. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Pour une personne comme Retailleau, alors dommage que tes lives ne soient pas rediffusés. Je les enregistre, hein. Après ils restent sur ma page. On a déjà Jean-Pascal Zadi. En effet, Jean-Pascal Zadi, à sa façon, œuvre effectivement pour débloquer les mentalités, pour nous donner un nouvel imaginaire, pour sortir de cette vision yabombananiesque, pour nous élever vers la meilleure version de nous-mêmes. Quels ouvrages peut-on consulter pour s'armer de connaissances? Il y a tellement d'ouvrages, mais disons que à la fois, c'est toujours pareil, hein, des ouvrages afro écrits par des afros et des ouvrages dits universaux. Les ouvrages d'afro, bon, Hamza Boukarit, Africa Unit, Joseph Kizerbo, l'histoire de l'Afrique, les ouvrages de Edgar Morin sur la pensée complexe, ça prend un peu de temps, c'est un peu complexe comme le titre l'indique, mais je peux vous assurer que c'est des pépites. Pour prendre ces trois exemples, dictionnaire de citations, de proverbes, d'adages et j'en passe. Alors Tanguy David avait vu juste, le problème de Tanguy David, c'est qu'il était à l'extrême droite. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai nuancé droite, oui, mais pas extrême droite. Lui, il était plutôt dans une logique. Évidemment que Tanguy David n'a pas tort sur tout. Ce serait absurde de dire ça. Encore une fois, c'est un réflexe de gauche qui consiste à diaboliser dès qu'un point de vue n'est pas en accord avec le sien. C'est ce qu'on appelle le stalinisme. Alors on n'arrive plus à lire, faites des audiobooks, on n'arrive plus à lire. Alors moi j'encourage la lecture, pas simplement pour le contenu, mais également parce que ça travaille les neurones. Donc je ne pourrais pas vous encourager aux audiobooks, je suis désolé. Booker T. Washington, moi je suis plus Webb Dubois, pour être honnête. Booker T. Washington, il invitait les nôtres aux travaux manuels, alors que Webb Dubois à l'élévation intellectuelle. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, si vous avez d'autres questions, j'arrive trop tard. Bon, je suis désolé. Oui, il y a la rediff, il y a enregistré. Antenor Firmin, oui. Antenor Firmin est venu répondre à Gobineau en rédigeant de l'égalité des races humaines, même si son ouvrage, évidemment, n'a pas connu la même audience. Toujours est-il qu'il a su répondre, et donc il nous faut des Antenor Firmin aujourd'hui, et c'est ce qui nous fait défaut. C'est des spécialistes sur un bon nombre de sujets. On ne peut pas juste être spécialiste concernant la mémoire de l'esclavage ou concernant les bavures policières. Non, il faut que nous ayons des spécialistes, même dans des domaines qui ne touchent pas, qui ne concernent pas notre couleur de peau. Non, des spécialistes en psychologie, des spécialistes de pédiatrie, des spécialistes d'économie, des spécialistes du vin, peu importe, des spécialistes. Ensuite, évidemment, à terme, le but n'étant pas simplement de remplir les caisses de l'État français, à terme, ça reste quand même, quand je dis à terme, sur 5-10 ans, c'est quand même d'apporter nos compétences au service du continent. Ça reste quand même la ligne et le dénominateur commun. En tout cas, je le souhaite. Je ne m'appelle pas Afro Noblesse, en tout cas pour surnom.
juste pour faire joli. Ça reste quand même tourné sur le continent. Moi, mon rôle sera axé sur la transmission de la connaissance, de la rationalité et du goût du savoir, et le tout enveloppé par le culte de l'élégance. Est-ce que lire beaucoup, ça évite de devenir Alzheimer? Alors ça, je peux pas dire. Là, c'est une bonne question, d'une part. Néanmoins, ça dépasse mon domaine de compétence, je vais pas mentir. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître la limite de sa connaissance et demander à d'autres éventuellement d'apporter un éclairage. C'est une bonne question. En tout cas, lire beaucoup, ça évite l'ennui, ça évite les platitudes, ça évite l'imprécision verbale, ça évite l'impulsivité, ça évite énormément de mots et ça favorise énormément de vertus. C'est tout de même un sacré dilemme vu les gens de droite sont devenus presque de... Exactement, c'est une très très bonne remarque. Excellente remarque, en effet. Et en effet, c'est un sacré dilemme, je suis d'accord. C'est que bon nombre de personnes de droite aujourd'hui ont viré à l'extrême droite. À l'extrême droite sur le terrain justement identitaire, racialiste, mais du fait que justement nous, Afro, en France, on a tellement été enfermés dans une lecture victimaire qu'on refuse de se remettre en question. Et en refusant de se remettre en question, on n'ose pas verbaliser une autocritique à l'endroit de certains d'entre nous qui sont à la dérive et qui commettent des actes délictueux, de la délinquance, etc. Donc voilà comment ceux qui étaient à droite, voyant entre guillemets une certaine impunité que nous déployons, eh bien ils ont compris qu'ils se sont dit mais finalement autant rejoindre les rangs de ceux qui sont extrémistes. Je caricature un peu, mais c'est un peu ce qu'on observe. Maintenant, Dieu merci, je sais parmi une nouvelle génération, certains commencent à lever la voix et je ne vais pas dire à dénoncer, mais à évoquer ou à pointer du doigt les exactions, les dégradations opérées par certains des nôtres. Donc c'est important que parmi nous, certains se retroussent les manches et prennent leurs responsabilités pour tenir un discours qui se détache du discours victimaire, du discours, pour ne pas dire parfois même complotiste, que nous sert à longueur de journée la gauche et dont elle veut que nous soyons accros. Voter pour la droite, c'est tuer tous nos frères qui ont galéré à venir ici. Si la droite passe, ce sera un nettoyage comme l'a fait Trump. Comme l'a fait Trump, alors ça c'est votre regard. Hein, si vous pensez que la droite qui est libérale, qui est capitaliste, va demander à tous les travailleurs afro de partir, honnêtement, j'en doute. Hein. C'est mal connaître la vision de droite, sachant qu'une grande partie de la droite, je ne parle pas de l'extrême droite, hein, la droite est mondialiste. Donc ne voit pas les humains en fonction des nations. C'est fini la vision nationale, à part l'extrême droite. Sinon c'est terminé. J'en ferai peut-être un autre live. Je ferai un autre live. Mais vraiment, je m'arrêterai là-dessus. Nous autres afro, nous devons nous libérer de l'emprise du discours victimaire porté par la gauche qui nous instrumentalise à son profit émotionnel, affectif, à son profit aussi financier, parce que c'est des rentes, hein, il existe une rente à la victimisation, les subventions, et j'en passe, et à son profit intellectuel, ça lui donne le fameux syndrome du sauveur blanc. Donc nous devons nous en dégager pour puiser, pour réussir à, malgré les difficultés, à nous extraire de ces difficultés, à nous élever. Comme le prouve, j'insiste une dernière fois, bon nombre de frères qui viennent du pays, qui poursuivent leurs études et qui ont bon nombre de postes dignes, qui sont cadres, qui ne sont pas tous vigiles, qui ne sont pas tous livreurs Uber. Beaucoup, quand vous allez à la Défense, quand vous allez dans des entreprises, il y a beaucoup de frères et de sœurs afro installés à des postes à responsabilité, qui excellent dans leur domaine, qui ne sont pas là juste pour les quotas, qui excellent, qui viennent du pays pour beaucoup d'entre eux maintenant. Et ils n'ont pas cédé justement à cette culture de l'excuse. Au contraire, et ils en sont allergiques. Voilà. Donc j'espère que ce live a été à la hauteur de vos attentes. Il est minuit 15. On a fait à peu près 1h30. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes. Celui de la semaine prochaine, je vais le déterminer d'ici quelques jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je terminerai en vous livrant une surprise. La prochaine masterclass qui se tiendra dans 2 semaines, le 6 août, un dimanche soir en live, eh bien, sera d'accès gratuit à tous. C'est l'été, donc on offre cette possibilité. Le live durera à peu près 2 heures. Attention, les places sont limitées par souci de pédagogie. Donc pour ce live, si vous voulez y participer, qui sera évidemment en vase clos, si je puis dire, envoyez-moi votre demande par message. Les 100 premiers seront inscrits. Voilà, le 6 août, le live
sur la maîtrise du pouvoir des mots. Donc à l'issue de ce live, vous repartirez avec les éléments factuels, concrets, qui vous permettront au quotidien de maîtriser vos émotions et surtout de maîtriser les mots dans toute leur puissance. Oui, c'est possible en 2 heures. Moi, je n'ai qu'une parole et vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Voilà. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à cette heure tardive, jusque dans les profondeurs nocturnes. J'espère que demain, les cernes ne viendront pas vous faire regretter cette prolongation. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que nous devons lire ou mourir. Nous devons lire pour nous élever, pour nous renforcer, ou mourir, c'est-à-dire être écrasé par le système au sens large, c'est-à-dire par les institutions ou par les autres en termes de mépris. Il en va de notre destin. Lisons ou mourons. Je vous dis à très bientôt. Pour le live, envoyez-moi un message pour vous inscrire. Le 6 août à 18h30. Le 6 août à 18h30 pour le live. Donc inscrivez-vous, envoyez-moi un message et vous serez les bienvenus. À très bientôt. Noblesse oblige.